D'abord, on m'a demandé de présenter quelque chose. J'étais dans l'hésitation entre présenter ou l'inflammation ou la vitamine D. L'inflammation, c'est un sujet capital qui va expliquer énormément, je dis bien énormément de pathologies qui sont d'apparence énigmatiques. Cette histoire qu'a présentée Madame Dora est une histoire qui n'est pas unique dans son genre parce qu'elle est tout le temps, elle est là et elle est présente. Mais le problème, c'est que la physiopathologie, elle est ignorée. Elle est ignorée dans le sens que cette inflammation, elle débute déjà chez le nouveau-né. Et le gros du problème, moi j'ai écrit une fois un article sur le stress oxydatif du nouveau-né. Alors le stress oxydatif du nouveau-né, je m'excuse si je vais prendre un peu plus de temps, c'est pas pour la présentation parce que par la suite je vais vous présenter la vitamine D. Mais le stress oxydatif est à l'origine de tous les troubles qui peuvent exister depuis la conception jusqu'à disons, la vieillesse et le passage de l'autre côté. Donc, j'ai hésité entre inflammation et vitamine D, mais je vais parler de la vitamine D parce que c'est un sujet qui est à la pointe de la recherche actuelle. J'ai été précédé par le docteur Amin Ghesmi, il a parlé de la vitamine D, il a parlé de l'implication de la vitamine D avec quelques gènes, mais il y a 166 gènes. 166 gènes qui sont pratiquement sous la dépendance de la vitamine D, et en particulier de la vitamine D3. Parce que ce qu'on sait au niveau de la vitamine D, donc j'entame directement, je parle ici de la vitamine D et sa place de la vitamine D dans la prévention et le traitement. Prévention et traitement, je dis bien traitement, parce qu'il y a des tas de maladies inflammatoires qui peuvent se corriger avec la vitamine D. Tout à l'heure, Madame Dora, elle a parlé d'antibiotiques pour stériliser un petit peu sa flore. Mais elle ne savait pas que si elle avait associé la vitamine D, elle aurait exprimé les récepteurs de la vitamine D et son problème serait résolu. La place de la vitamine D dans la prévention et le traitement de l'ostéoporose, ça c'est un sujet qui est très passionnant en lui seul. Je vais essayer d'expliquer la première partie parce qu'il y a deux grands chapitres. Le chapitre ostéoporose, pour qu'on ne passe pas le temps. J'espère bien, je vais passer rapidement. Donc la vitamine D, c'est dans la prévention de l'ostéoporose, de l'obésité et du diabète type 2. Alors, sans plus tarder, que peut-on dire de la vitamine D? Il y a 40% ou même plus de la population générale est en déficit. Et que cette vitamine D, ce déficit, il est associé à des troubles de la minéralisation, même si on l'ignore. Et qu'elle est associée à plusieurs symptômes cliniques. Je parle de symptômes cliniques, troubles de minéralisation, syndrome inflammatoire, la dépression, aux douleurs musculaires, à la fatigue chronique, à une mauvaise cicatrisation, à la perte de cheveux, à l'exposition aux infections. Alors, les pathologies associées à la vitamine D, on sait déjà avant le rachitisme et l'ostéoporose. Mais on ne savait pas que l'obésité est associée à la vitamine D. Le diabète aussi. Des maladies auto-immunes. Des pathologies inflammatoires chroniques. J'en passe, même les cancers. Et il y a des explications pour ça. Alors, le rappel pour la vitamine D. Il y a quelques rappels utiles sur son origine, sa synthèse, sa transformation, ce niveau d'action, le rôle. Le rôle, il y a deux grands rôles. Il y a un rôle classique, il y a un rôle qui n'est pas classique et que pas mal de médecins l'ignorent. Donc on va le voir d'une façon générale. On sait que la vitamine D elle provient du cholestérol, donc le 7-hydroxycholestérol, qui est la provitamine que le cholestérol sous l'effet du rayonnement ultraviolet.
au niveau de la peau, ça va donner la prévitamine D. La prévitamine D qui, au niveau du foie, va avoir une première transformation, la 25-OH-D2, et ça donne la 25-OH-D, c'est la vitamine D2. Alors, avec l'apport exogène qui est en vitamine D2 et vitamine D3, ils vont passer dans le sang, ils vont être liés à une protéine porteuse, le binding protein du foie, c'est le binding protein, et ça va passer dans le sang sous forme de 25 OH. D'ailleurs, ce qu'on donne, c'est toujours la 25 OH. Alors, au niveau des reins, cette 25 OH va être transformée sous l'action d'une enzyme qui est la 1-alpha-hydroxylase pour donner la vitamine D3, qui est la forme active de la vitamine D, qui va intervenir au niveau de l'intestin, au niveau des reins, et ça va augmenter l'absorption et du calcium et du phosphate. Et elle a une deuxième action au niveau des os, on va le voir tout à l'heure, ça entre dans le cadre de l'homéostasie phosphocalcique, et elle a une action en plus au niveau du osteoblaste, on va le voir tout de suite après, mais il y a d'autres actions, peut-être on arrivera à la fin pour vous dire qu'il y a des actions au niveau des cellules immunes. Alors, le niveau de vitamine D dans le sang, le déficit c'est moins de 20 nanogrammes par millilitre, ou 50 millimol, et en insuffisance quand on est inférieur à 30 et supérieur à 20. Et le taux, soi-disant suffisant, est supérieur à 30. Seulement, ce qu'on dose, c'est la vitamine D2, et le problème de la vitamine D2, on ne dose pas la vitamine D3. Donc on va voir que la vitamine D3, c'est elle qui est l'active, donc on peut avoir un dosage qui est suffisant, mais en réalité, on est insuffisant. Donc si on prend dans la globalité, l'insuffisance en vitamine D, elle est bien supérieure à 40. Alors il y a une action classique de la vitamine D, c'est l'homéostasie phosphocalcique, tout le monde le connaît, je passe rapidement, donc c'est l'absorption au niveau du tube digestif, et au niveau des reins, c'est la réabsorption du phosphate et du calcium au niveau des reins. Donc l'élévation, l'essentiel, c'est qu'à la fin, c'est la calcémie qui va augmenter, ainsi que la phosphatémie. Donc l'essentiel, c'est ça, donc l'augmentation du calcium et du phosphate. Alors les intervenants de cette homéostasie, alors on va parler de l'ostéoblaste, et c'est important de parler de l'ostéoblaste, parce que c'est pratiquement une cellule qui dérive des cellules souches, et c'est là le gros du problème, parce que toute la génétique est là. C'est au niveau des cellules souches de la moelle. C'est la cellule, on sait que l'ostéoblaste, c'est celui qui fait l'os. Donc c'est la cellule, on retient la cellule de l'anabolisme. L'ostéoblaste, il est muni d'une capacité de production d'un certain nombre de protéines, que ce soit des cytokines ou des protéines de construction comme l'ostéocalcine, l'ostéoprotéine, la cyanoprotéine, etc., le collagène, ainsi de suite. Il y a actuellement, même, on découvre qu'il produit une adipokine qui est la lipocaline. Donc tout ça, je passe parce que c'est trop compliqué. Le deuxième intervenant, c'est la PTH, c'est la parathormone. Alors la parathormone, elle agit au niveau des récepteurs de l'ostéoblaste et ça va produire ce qu'on appelle les RANK. Le RANK, c'est une cytokine qui fait partie de la famille des TNF et on l'appelle la TNF SF11. Cette TNF va interagir avec une deuxième cellule qui est au niveau de l'os, qui est l'ostéoclaste, c'est le troisième intervenant. L'ostéoclaste, c'est une cellule catabolique, mais elle ne dérive pas des cellules souches, elle dérive des monocytes. Et son récepteur, c'est le RANK. Alors le RANK, c'est un récepteur qui va interagir avec le RANK, avec la cytokine qui est produite par l'ostéoblaste. Et c'est un petit peu l'ostéoblaste qui commande l'ostéoclaste pour faire une ostéolyse. Donc la PTH, elle va bloquer l'ostéoprotégérine qui est produite
normalement lors de l'anabolisme. Et par contre, elle va stimuler le récepteur de l'ostéoblaste pour produire du encre. Le encre, c'est ce qui est en bleu. L'ostéoprogénine, d'habitude, elle bloque le encre. Quand on est au stade d'anabolisme, il y a un blocage de l'ostéoprogénine qui bloque le encre, et donc l'ostéoblaste ne va pas stimuler l'ostéoclaste pour l'ostéolyse. Et c'est pratiquement tout ce truc-là qui est le plus important à savoir, c'est que le encre va interagir avec les monocytes qui sont les précurseurs des ostéoclastes. Alors la fusion des précurseurs des ostéoclastes va donner naissance à l'ostéoclaste, et l'ostéoclaste va fusionner, donner pratiquement une cellule qui est polynucléée. C'est une cellule qui est polynucléée, qui va produire des protéases qui viennent en contact de l'os, en contact avec l'os, et ça va libérer le calcium, et il va attaquer pratiquement la matrice osseuse et va libérer le calcium. Donc, si on parle un petit peu endobiogynie, bon, j'ai emprunté le terme endobiogynie du docteur défunt Christophe Durafour, qui à l'occasion a introduit l'endobiogynie en Tunisie, qui s'enseigne actuellement à la faculté de pharmacie de Monastir. L'endobiogynie, c'est une science de terrain, c'est une pathologie de terrain. Donc, elle enseigne essentiellement la physiologie intégrative. Ce n'est pas la physiologie actuelle qu'on apprend à la faculté de médecine. C'est une physiologie qui est dynamique, qui va vous montrer la différence entre l'action normale, habituelle, à une étape de stabilité, avec le mouvement, avec le cycle nictéméral. Donc, on n'a pas la même réaction le jour que la nuit. Et c'est ce qui fait que l'ostéoblaste va moduler, c'est un modulateur, et ce modulateur, c'est en fonction du besoin en calcium, le besoin en calcium qui est exagéré au cours de la journée, sous l'effet de stress, et par la suite, le soir, c'est la minéralisation. C'est la minéralisation de la matrice osseuse. Donc le soir, c'est pratiquement la construction. Alors si on voit un petit peu ce que fait le stress, il va entraîner une réduction de la calcémie. Cette réduction de la calcémie va faire intervenir le PTH, la parathormone, qui va essayer de régler la baisse du calcium, et elle va agir à différents niveaux. Elle va agir essentiellement au niveau de l'os, on l'a montré tout à l'heure, au niveau du ostéoblaste. Elle va stimuler le encre, et le encre va stimuler les encres des ostéoclastes, et en principe, il va y avoir une ostéolyse. Elle a une deuxième action au niveau rénal par le 1-alpha hydroxylase. Cette L1-alpha hydroxylase va permettre le passage de la vitamine D2 en vitamine D3, la 1,25. Cette vitamine D3 est la forme active de la vitamine D. Donc, elle va agir au niveau du tube digestif, et elle va augmenter l'absorption du calcium et du phosphate. Et elle va agir au niveau du tube, au niveau des voies excrétrices rénales pour la réabsorption du calcium et du phosphate. Et l'ostéoblaste, il a encore d'autres avantages, c'est qu'il peut produire d'autres protéines comme le FGF23 pour rétablir éventuellement un passage de phosphate au-delà du normal. Mais ça, ce sera le sujet d'un autre exposé. Alors, au niveau du tube, l'absorption du calcium et du phosphate au niveau du tube digestif, la réabsorption au niveau des rénales, la lyse au niveau des os va entraîner une augmentation du calcium dans le sang. Et c'est le côté le plus important. Le stress, il continue, donc il y a une production de glucocorticoïdes, en particulier du cortisol,
Ce cortisol, il va stimuler encore la PTH et il a une action directe sur l'os puisqu'il va mobiliser les acides aminés qui sont incorporés dans la matrice osseuse. Donc si ce stress continue, on peut rester indéfiniment en état de lyse osseuse. Alors si la calcémie se rétablit, le 1,23, la vitamine D3, elle a une action inhibitrice sur la parathormone et le processus va se rétablir et la calcémie va être réglée. Alors, en matière d'endogénie, ça c'est le côté le plus important, le réveil le matin, le stress du matin, l'activité, la consommation périphérique en calcium, le calcium, le manque d'apport éventuellement, une mauvaise absorption du calcium par le tube digestif, une fuite calcique éventuellement, que ce soit par le rein ou par le tube digestif, va faire que la calcémie a une tendance à la baisse. Cette tendance à la baisse de la calcémie va faire intervenir la PTH, la vitamine D, mais ça c'est le syndrome général d'adaptation. Ce syndrome général d'adaptation, il fait partie de tout un truc. Déjà, le syndrome général d'adaptation, c'est une étude à part, on peut le présenter une autre fois, mais ce syndrome général d'adaptation, il a un but, c'est de rétablir la calcémie. Donc l'ostéolyse ici, c'est pour essayer de retrouver l'homéostasie calcique, et cette homéostasie calcique va faire que la calcémie revienne à la normale. Ça, c'est un processus qui fait un processus normal physiologique. Si cette calcémie dépasse les niveaux habituels, c'est la même chose là, la calcémie elle va s'élever et ça va retourner vers le cerveau, donc le syndrome général d'adaptation, et il y a une production de la calcitonine et cette calcitonine va rétablir la calcémie. Ça c'est la physiologie normale et le réglage normal de l'homéostasie calcique. C'est important de le savoir, surtout pour nos jeunes étudiants. Vous ne trouverez pas ce schéma ailleurs. Alors, au cas où la calcémie reste basse, et là je fais la flèche rouge c'est pour montrer que dans ce cas, on passe à la pathologie. Et cette pathologie va faire que le syndrome général d'adaptation n'est plus un syndrome général aigu, mais un syndrome général chronique, c'est ce qu'on appelle l'adaptabilité. L'adaptabilité, ça fait une inflammation, et c'est une inflammation qui est chronique. Donc la PTH, elle a tendance à rester un peu haut. La vitamine D, elle va être épuisée. Les besoins métaboliques vont augmenter. La thyroïde, elle est emballée. Et elle va bloquer la calcitonine. Donc le phénomène d'anabolisme, il va pratiquement s'arrêter. Mais il va rester quand même un problème de survie. Donc on va rester avec une inflammation chronique, mais on va rester quand même en vie. Alors ce phénomène d'adaptabilité va entraîner l'ostéoporose. Alors l'ostéoporose, on peut avoir des degrés divers, que ce soit une ostéoporose à bas niveau de remodelage ou à haut niveau de remodelage, selon que les autres hormones soient en déficit ou pas, et un certain nombre d'oligo-éléments qu'on va les voir après. Alors l'intervention des médecins ici, c'est pour essayer de rétablir une calcémie normale. Donc on va voir après comment faire. Alors la vitamine D, avec les autres intervenants, il y a surtout le système nerveux autonome, l'axe neuro-endocrinien, le système nerveux autonome avec le système sympathique. Il y a des récepteurs bêta au niveau des ostéoblastes. Ces récepteurs bêta au niveau des ostéoblastes, sous l'effet de la stimulation adrénergique, va entraîner une ostéolyse. Il y a aussi la stimulation de l'axe cortico, c'est le cortisol. Alors le cortisol, s'il continue, s'il reste longtemps, on peut avoir aussi une ostéolyse du fait de la mobilisation des acides aminés pour le reste du corps, pour le rétablissement de la calcémie. Alors qu'est-ce qu'il en est des autres hormones? Les oestrogènes. Alors l'œstrogène, il est important. Il est important pour plusieurs raisons. On peut dire que les oestrogènes, il y a eu beaucoup
de contradiction pour l'œstrogène, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais, etc. Il est bon quand il n'y a pas d'inflammation. Il est mauvais quand il y a une inflammation. L'œstrogène, il entraîne une multiplication du monocyte, donc il essaie de trouver une solution immunologique, donc il va stimuler les monocytes. Et les ostéoclastes vont s'attaquer au tissu osseux le plus vieux. Ils ne s'attaquent pas à une masse jeune, ils s'attaquent à l'ossature qui est la plus vieille, la plus touchée, que ce soit par des érosions mécaniques ou par une atteinte inflammatoire d'autres origines, infectieuses ou autres. Alors l'action, on va voir ici que l'action, elle intéresse essentiellement la production des cytokines par les ostéoclastes qui la rendent. Donc quand il y a suffisamment d'œstrogène dans le corps, il y a réduction de la cytokine qui est inflammatoire. Donc il y a moins de destruction. Et elle va entraîner une production de plus d'ostéoprotogénine. L'ostéoprotogénine, on a dit que c'est une protéine qui est produite par les ostéoblastes, qui va bloquer les rentes, et donc ça va permettre l'anabolisme. Donc le déficit, si vous voulez, le déficit en oestrogène, que ce soit au niveau de la ménopause ou en post-ménopause, il va donner plus de rentes. Donc on comprend pourquoi les femmes qui sont arrivées au stade de ménopause vont développer de l'ostéoporose. Alors, si on prend l'œstrogène, ça baisse, la baisse de l'œstrogène avec la baisse de la calcémie pour une autre raison, on voit que le cycle là, la baisse d'œstrogène, elle va stimuler les monocytes, donc les ostéoclastes, directement pour donner les rentes, alors que l'hypocalcémie, elle va stimuler la PTH, et cette PTH va activer les facteurs de l'inflammation, le NF-κB, donc activer le RONC. Et cette coordination, cette fusion entre RONC et RONC va donner le côté actif, donc les ostéoclastes qui vont devenir assez actifs. Donc, on va parler juste, je passe rapidement l'AGH et l'insuline, qui ont un rôle important parce que l'AGH elle est bloquée, l'insuline aussi, et l'insuline, s'il est bloqué, c'est que le récepteur il devient pratiquement résistant à l'insuline. Le déficit en magnésium, j'en parle parce que c'est très important. Le déficit en magnésium, il réduit la 1-hydroxylase. Donc l'enzyme qui transforme la vitamine D2 en vitamine D3. Donc on peut comprendre par là que le manque de magnésium peut donner que des D2 et vous ne pouvez pas trouver des D3. Et là, c'est très probablement une action au niveau des gènes. C'est dommage que le docteur Amin Guess n'est pas là pour qu'il voit ce slash. Sinon, la deuxième action, elle se produit au niveau des extrémités des nerfs, des extrémités nerveuses, les extrémités de la sensibilité, et il va augmenter la substance P. La substance P qui est une neurokine inflammatoire. Donc ça va entretenir l'inflammation et ça va entretenir tout ce qui est algodystrophie, etc. Alors, la vitamine, juste un mot pour la vitamine C. La vitamine C, elle a deux récepteurs au niveau de l'ostéoblaste, le récepteur BMP et le récepteur WANT, et c'est une hormone, c'est une vitamine qui est anabolisante. Là, c'est un schéma compliqué, c'est un schéma qu'il m'a fallu 3 mois pour le faire. Donc c'est l'œstrogène, l'hypocalcémie, la PTH, la prolifération des ostéoclastes, la baisse en magnésium. Il y a encore une action des ostéocytes qui est la production de sclérostine et de vitamine D2. Promis. Parce que le plus important n'est pas encore vu. Alors l'anabolisme débute, là on passe, l'anabolisme il débute avec le rétablissement de la calcémie, le retour au calme, donc c'est le retour contre le stress,
et il a insisté sur la présence d'œstrogène, de calcium, de magnésium, vitamine 3 et de l'insulosensibilité. Alors là, je passe sur le bénéfice de la vitamine D, parce que c'est une vitamine D qui a beaucoup d'effets sur pas mal de pathologies, pour passer aux choses les plus importantes de cet exposé, c'est-à-dire les actions non classiques. Alors les actions non classiques, la vitamine D3 agit sur les cellules souches, on l'a dit. Elle oriente, et c'est ça le plus important, elle oriente la différenciation et la prolifération vers des cellules souches, vers les ostéoblastes. Car si elle est déficitaire, vous avez une orientation vers les adipocytes et ça vous explique pourquoi on devient obèse. C'est-à-dire la vitamine D, elle est basique. Donc, différenciation plus multiplication des ostéoblastes, vous avez quelque chose d'extraordinaire. C'est l'expression des GLUT4 sur les ostéoblastes. Qu'est-ce que les GLUT4? Les GLUT4, ce sont des transporteurs de glucose qui vont introduire le glucose du sang vers la cellule. Pourquoi elle exprime? L'expression, elle est accrue de GLUT4, donc la consommation de glucose dans le sang, elle est faite par les ostéoblastes lors de l'anabolisme osseux. Et c'est beaucoup plus important que le muscle lui-même. Parce que lorsque vous faites un travail musculaire, vous bouffez du glucose. Mais le travail le plus important, il se fait sans que vous le sachiez quand vous dormez, le soir, lorsque vous êtes en anabolisme et que les ostéoblastes bouffent le glucose. Donc l'expression du GLUT4 permet de consommer le glucose circulant nécessaire à la différenciation et à la multiplication des ostéoblastes. Il permet en particulier de réduire la glycémie et réduire l'obésité. Là, c'est un petit schéma, donc je vais pas m'attarder, mais pour parler de l'osteocalcine qui est produite par l'ostéoblaste. L'osteocalcine qui est produite par l'ostéoblaste, elle est scindée en deux. Une partie qui est carboxylée, qui s'incorpore dans la matrice osseuse, et il y a une deuxième partie qui est plus importante. Cette deuxième partie, elle passe dans le sang et elle va stimuler la production d'insuline. Et cette production d'insuline, c'est elle qui va agir pour rabaisser le glucose. Juste deux mots, et je finis. Alors, l'enzyme alpha-hydroxylase elle est retrouvée dans d'autres sites, et les récepteurs VDR qui ont une action sur les gènes. Si vous permettez, professeur Badr, s'il vous plaît, moi je suis là. Professeur Badr, Sophia, je suis là. Sur votre gauche, avec la présidente. Juste ce schéma-là, j'arrête. D'accord. C'est important, c'est parce que c'est important. Alors, là, l'action de l'osteocalcine au niveau du pancréas, vous avez trois éléments qui vont stimuler l'insuline. Vous avez l'osteocalcine, vous avez la vitamine D3 qui agit directement, et vous avez l'hypocaline qui est produite par l'ostéoblaste. Alors, les VDR, c'est deux mots. Les VDR, ce sont les récepteurs. Alors, s'il n'y a pas de récepteurs, il n'y a pas. Donc, il y a des trucs qui vont favoriser l'expression des VDR. Là, ils sont dans le diapo. Il y a des facteurs qui, par contre, vont réduire les VDR. Et le résultat, bien entendu, je passe rapidement tout ça. Au cours de l'obésité, il y a une expression de VDR qui est réduite. La tendance des cellules souches que fait la production de glucose. Il y a comme une résistance à la vitamine D. Et le résultat, c'est une femme. Micro. D'accord. Alors, la solution, c'est améliorer le métabolisme de glucose en augmentant la machine énergétique. Alors, les produits qui stimulent la MPK, metformine, plantes, comme curcuma, resveratrol, actium lapa, bardane, panax 5, salix alba, tous ces trucs-là vont stimuler la MPK
Réduire les éléments qui empêchent l'expression des VDR, éviter produits toxiques, abus de café, alcool, certains médicaments et favoriser ceux qui augmentent son expression. Supplémenter en vitamine D, vitamine C, phytoestrogènes et en magnésium. Réduire le facteur de stress par des alpha-, comme la lavande et le basilic. Le diabète type 2 répond au même principe. Je passe. La solution, donc améliorer le métabolisme, tout ça, vous l'avez vu. Dans l'ostéoporose, le stress avec hyper-alpha, donc réduire par la lavande. Un hypercortisolisme secondaire, réduire par un complément cortisonique cassis-basilic. Et un déficit en oestrogène, phytoestrogène, et un apport en magnésium. Bon, tout ça, je vais passer parce que le temps est fini, malheureusement pour l'assistance. Il reste quelques diapos, mais je passe. Alors, je vous laisse ce schéma. Vous pouvez prendre la photo. C'est-à-dire qu'à la base, il y a l'inflammation. Et cette inflammation, la vitamine D est là, elle est modératrice